Par exemple, on va vous dire que le nom de la sandale, chez nous, c'est Pépa. Mais comme c'est ce qu'il y a de plus bas de gamme chez nous, donc ils vont considérer que c'est la chaussure du pauvre. Et on va inventer comme ça toute une légende qui dit que ce sont ceux qui ne peuvent pas s'offrir plus qui s'achètent ce type de chaussures. Et donc, ils vont considérer que Pepa, le Pepa français, va devenir Pépa, le nom de la sandale. Or, depuis l'Égyptien ancien, Pépa, c'est le nom de la sandale. Est-ce qu'on peut dire que le copte est la base qui peut permettre à toutes les langues africaines d'être comprises plus profondément, parce qu'au final, on se rend compte qu'une lettre n'est pas qu'une lettre. Une lettre est très riche, peut représenter beaucoup de symboles. Et ça, on se rend compte seulement en faisant une étude comparative avec le copte, notamment, ou en tout cas les textes sacrés égyptiens. Et donc vous considérez que la base pour même unifier les langues africaines, ou pour en choisir une, ça c'est dans le cadre du panafricanisme, ça serait de partir du copte, de partir de là pour créer cette union-là, éventuellement. Alors, le copte s'avère un outil indispensable. Pourquoi? Parce que le copte est réputé être le dernier stade connu de l'Égyptien ancien. Donc, il y a une relation directe. Mais alors que les Européens attestent dans leurs ouvrages que le copte est une langue morte, il y a une linguiste, Madame Lila Somberger, qui a démontré en fait que ce copte n'a pas disparu. Le copte a poursuivi sous d'autres formes qui sont plus connues aujourd'hui, comme les langues du pays mandé, comme le Bambara, le Dialonké, le Vai, le Wolof. Toutes ces langues du pays mandé, ce sont des langues coptes. En fait, c'est une seule forme de langue. Il y a une parenté évidente avec les langues du pays Dogon, par exemple. Et donc, ceci veut dire que parfois, quand on cherche à traduire des termes de l'égyptien ancien qui sont en hiéroglyphes, il est intéressant d'aller questionner les langues Dogon, les langues du pays mandé, les langues parfois aussi de la cuvette éthiopienne. Hein. Je dois suffisamment rappeler ce que c'est qu'un Éthiopien. Un Éthiopien, c'est un habitant du Midi. C'est ce que dit Dédore de Sicile. Il dit que l'Éthiopie, c'est le Midi, c'est-à-dire la région la plus voisine du Soleil. Autrement dit, la région qui est traversée, bien sûr, par la ligne équatoriale. Donc, des pays comme le Gabon, le Congo, le Kenya, la Tanzanie. Donc, la base, toujours pour se référer, de référence, souvent, c'est le copte. Voilà. Et en réalité, on s'aperçoit de quoi? C'est-à-dire que les langues du pays mandé sont une forme de copte moderne. Et nous, ce que nous parlons, c'est une forme encore plus... c'est une dernière évolution du copte, en fait. Pourquoi? Parce que notre évolution du copte rend compte de toutes ces langues du pays mandé, qui sont les langues de nos ancêtres, hein, qui ont été déportées d'Afrique, essentiellement de cette région et du Congo. Ensuite, on s'aperçoit aussi que ces langues ont pu coexister ensemble, comme ça se fait sur le continent, parce que la base grammaticale est la même, puisque c'est du copte, parce que la pensée symbolique est la même, puisque c'est une pensée symbolique africaine. Et en réalité, on pense qu'il y a eu agglomération des langues, mais ces langues sont toujours là, elles sont toujours présentes. Le Bambara est toujours utilisé. C'est-à-dire que c'est comme si on avait, comment j'allais dire, un algorithme où, dans mon parler de tous les jours, eh bien, je peux parler Bambara, ensuite descendre au Wolof, aller au Lingala, aller au Kikongo, au Swahili, revenir dans le Vai, aller dans le Bassa, et tous les jours, c'est ça. Mais la base grammaticale qui a servi à cet usage, c'est une base grammaticale copte et égyptienne. C'est pourquoi on peut témoigner de cette connexion entre les deux. Voilà. Bien sûr, on peut dire que le Wushikam est une forme élaborée, en tout cas une forme différente mais élaborée, du copte. Oui, absolument. C'est un copte moderne. Pour moi, c'est le dernier stade connu, mais un copte qui a intégré un lexique français. Et ceci pose beaucoup de questions parce que il y a eu plusieurs tentatives
de définir, de donner une étymologie à nos lexiques. Et bien souvent, la tentation, c'est de reconnaître une forme verbale ou un terme qui existe dans les langues européennes, à commencer par le français, et de dire, bon, ben, ceci vient de là. Par exemple, nous avons le terme pour dire enlever, sortir, enlever, qui est woter. Nous, on dit woter. Woter ça là, enlève ça de là. Donc c'est vrai qu'on peut facilement croire que ça vient du verbe ôter. Ôter en français. Sauf que le lingala dit ku wota. Donc en réalité, nous sommes beaucoup plus proches du lingala avec notre woter. On est beaucoup plus proche du wota du lingala que du français. Alors est-ce qu'on peut faire un lien entre ôter en français et le wota du lingala? Elle existe. Ce lien existe. Ce lien existe. Ce lien existe forcément. Sauf que ce que nous prenons pour l'origine du terme est une évolution tardive. Donc l'évolution qui a fait de kuwota, le verbe ôter en français, est beaucoup plus récente que l'évolution qui a fait de kuwota, le woter de notre langue. Voilà. Et c'est ça qui rend difficile. C'est difficile de trancher quant à l'origine française des termes. Voilà. Et puis parfois aussi, quand on n'a pas l'explication, eh bien, beaucoup usent de légendes. Par exemple, on va vous dire que le nom de la sandale, chez nous, c'est Pépa. Chez nos anciens, c'est Pépa. Mais ils vont dire que c'est une sandale, mais comme c'est ce qu'il y a de plus bas de gamme chez nous, en termes de chaussures, donc ils vont considérer que c'est la chaussure du pauvre. Et on va inventer comme ça toute une légende qui dit que c'est la chaussure du pauvre et que ce sont ceux qui ne peuvent pas s'offrir plus cher, modèle plus élaboré, qui s'achètent ce type de chaussures. Et donc, ils vont considérer que Pepa, le Pepa français, va devenir Pépa, le nom de la sandale. Or, depuis l'Égyptien ancien, Pépa, c'est le nom de la sandale. Parce qu'il y a une raison fondamentale qui repose sur la pensée symbolique. L'ancêtre, quand il fabrique cet ustensile qui est la sandale, et il se dit, mais à quoi je peux comparer cette sandale? Et il se dit, mais en fait, elles sont comme les ailes, mes sandales sont comme les ailes d'un oiseau, elles me servent à me déplacer. Comment on dit l'aile de l'oiseau en égyptien ancien? Pas. Comment on dit s'envoler? Pas, papa. Voyez? Et donc, il y a une règle qui apparaît dans les langues africaines dès la préhistoire, donc bien avant l'Égyptien ancien, c'est que quand il y a des éléments qui fonctionnent par paires, donc les paires naturelles, les yeux, les oreilles, les mains, les pieds, ou les objets qui s'y rapportent, eh bien, il y a une tendance à doubler le phonème. Donc, pour dire une paire de sandales, on va dire papa. Mais comme on appuie par la loi des tons, on appuie le premier phonème plus fortement que le deuxième, donc on aboutit forcément à Pépa pour nommer la sandale, la paire de sandales. Voilà, donc il y a une raison fondamentale. Et il y a cette relation entre l'aile et la sandale jusqu'à nos jours. Parce que si vous allez par exemple à Haïti, le nom de la sandale, c'est Zel Sapat. Zel Sapat, voyez? Bon. Il y a aussi le registre de la marche qui est porteur de ses racines. Par exemple, quand on veut dire marcher, même en Kikongo, on va dire patapata. Et patapata, ça nous rappelle quelque chose. Quand on pense à Myriam Makeba, avec sa célèbre chanson Patapata, qui relève de la danse. Mais dans les langues africaines, le registre de la marche et le registre de la danse sont des homophones. C'est le même mot pour dire danser et pour dire marcher. Donc, patapata, marcher, patapata, danser. On est encore dans la même pensée symbolique. Voilà. Voilà. Nos ancêtres ont observé la nature. C'est la nature qui a appris à l'homme à s'exprimer, puisque c'est en reproduisant les sons qu'il perçoit dans la nature qu'il a commencé à vocaliser. Mais très tôt aussi, ces vocalisations, il leur a associé des idées, des concepts. Et donc, c'est le marqueur de la naissance de la réflexion et donc de la philosophie. Alors, vos travaux se basent sur la méthode Kuma. C'est celle que vous utilisez pour arriver à vos conclusions, c'est bien ça?
Oui, alors, dans mon premier tome, j'ai utilisé aussi la méthode comparative, mais je témoigne que la méthode Kuma est porteuse de sens puisqu'elle nous permet notre reconnexion avec le continent. Oui. Ok, alors cette méthode Kuma est jeune. Et parce qu'elle est jeune, beaucoup considèrent qu'elle n'a pas assez de maturité pour que l'on puisse l'asseoir comme une véritable science. Qu'est-ce que vous leur répondez à ceux qui tiennent ce propos? Je dis qu'il y a un début à tout. Je dis que cette méthode, elle est jeune, mais le plus important, c'est de savoir est-ce qu'elle se vérifie ou est-ce qu'il y a des lois d'exception. Et ce que je dirais, force est de constater en tout cas que pour l'instant, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de termes, il n'y a pas de concept qui n'ait pu être expliqué par le biais de la méthode Kuma. Et donc le grand grief qui est fait à la méthode Kuma, c'est son incapacité à être utilisée comme instrument de traduction des textes. Mais je dis que ceci est un raisonnement absurde dans la mesure où si vous avez une méthode qui est capable de vous dire distinctement ce que signifie chaque mot et de pouvoir corriger les erreurs. Chaque mot et chaque lettre. Chaque lettre, chaque symbole, chaque idéogramme. Et parfois corriger des erreurs commises par les devanciers de l'égyptologie classique. Si cette méthode est capable de rendre compte du moindre symbole avec précision, comment elle ne serait pas en mesure de traduire un texte? Cela me semble absurde. À partir du moment où vous avez exploré tous les termes, eh bien, rien ne vous échappe. Et puis, il y a deux voies. On peut se contenter simplement de lire des textes sans jamais comprendre quelle est la pensée symbolique du scribe. Pourquoi le scribe met le poisson globe? Bon, on peut dire aussi pourquoi il met une jambe, pourquoi il dessine une jambe bien droite. Qu'est-ce que cette jambe symbolise pour lui? Et comme nous le verrons souvent avec la langue kikongo, la langue kikongo permet de voir que dans la pensée de nos ancêtres, chaque phonème a plusieurs dimensions. Il y a plusieurs dimensions de lecture. Et la langue égyptienne témoigne de ces plusieurs dimensions. Vous voyez, aujourd'hui, on va vous dire Osiris, on va vous dire Oussiré, en traduisant. Mais si quelqu'un met, par exemple, en évidence que le nom d'Osiris, c'est la pierre, ils ne pourront pas vous dire pourquoi. Si on vous dit par exemple qu'Osiris, c'est le manque de quelque chose. Ah, pourquoi le manque de quelque chose? Eh bien, il faut pénétrer la pensée symbolique Et la méthode Kuma permet... Elle conduit à cela. Elle conduit à cela. C'est-à-dire, elle fait le lien entre la pierre et la deuxième définition que vous veniez... Oui, le manque de quelque chose. Et c'est ça qui explique pourquoi Osiris est au cœur de tous les rituels. Voilà. Mais... si ce travail fondamental n'est pas accompli, ben, on ne va nulle part. On passe à côté de l'essentiel en réalité. Pour ma part, ce que j'ai découvert, c'est que Dibom Barimbok, l'auteur de la méthode Kuma, se range à cette même idée aussi, c'est que les phonèmes, ce qui est pris pour des lettres de l'alphabet, ce sont des syllabes. Ce sont des syllabes, en fait. Ce sont des syllabes. Et on le voit très manifestement quand on touche à la question de la grammaire et notamment de la conjugaison, les pronoms. Les pronoms. Aujourd'hui, nous sommes en mesure d'expliquer pourquoi dans le monde, ces pronoms personnels sont utilisés dans la conjugaison. Parce que ça repose sur une observation de la nature, la pensée symbolique de nos ancêtres. L'Européen ne sait même pas pourquoi il dit « tu », par exemple. Or, c'est le nom de la femme dans les langues africaines. Mais dans la grammaire, et ça c'est un aspect fondamental qui démontre que notre grammaire est plus ancienne que celle du français, c'est que vous verrez que dans l'égyptien ancien, il y a à la deuxième personne du singulier, c'est une personne double, c'est-à-dire qu'il y a une façon de dire tu quand on s'adresse à une femme et il y a une façon de dire tu quand on s'adresse à un homme. On va dire tout en égyptien ancien quand il s'agit d'une femme, on va dire kou quand il s'agit d'un homme. Et ce tout
par l'évolution phonétique du OU, qui devient un O, bien c'est ce TO qu'on retrouve par exemple en Guyane. Vous voyez? Et le COU est devenu OU chez nous. Donc nous, on dit plutôt, mais autrefois en Guadeloupe, on parlait comme en Guyane, moto. Voilà. Et on s'aperçoit en tout cas que cette personne double existe dans la langue puisqu'il y a le TO. Et la Guyane est là encore pour témoigner que cette deuxième personne existe, cette personne double. Parce qu'on va dire ou, et en Haïti par exemple, pour dire comme toi, on dira tant coup. Donc c'est le même pronom que l'égyptien ancien. Voilà. Alors que pour nous, en Guadeloupe ou en Martinique, la consonne préfixe est tombée, on dit ou on dit wou. Voyez? Mais le TO a disparu en Guadeloupe. À la fin des années 60, on ne l'utilisait plus. Et il ne reste que le ou. Par contre, la Guyane a conservé tous les marqueurs. La Guyane a conservé tous les marqueurs et Haïti a conservé beaucoup des marqueurs. Et Haïti, pour moi, au niveau de la compréhension de notre langue, la langue dite créole, que j'appelle Wuchikam, est une mine d'or. Haïti est une mine d'or. Parce qu'il y a encore toute la musique de la langue, toute la poésie de la langue et bon nombre d'expressions typiquement du continent. Mais comment ça s'explique? Parce qu'Haïti est devenue indépendante très rapidement, donc a pu préserver ses traditions, notamment spirituelles. Et parce que la Guyane, c'est l'un des territoires français les moins développés. Et on n'a pas songé, enfin, l'exécutif national n'a pas pensé le développement de la Guyane comme il l'a fait pour la Martinique ou la Guadeloupe. Donc, effet inverse, beaucoup d'éléments de cette langue se sont conservés, alors que nous avons, par ce développement aussi, perdu beaucoup. Bien sûr, c'est-à-dire doublement colonisé, on va dire. Voilà. Est-ce que d'autres auteurs avant vous se sont penchés sur la question des origines donc de la langue dite créole en confirmant ou en affirmant vos recherches? D'autres auteurs avant vous? Alors, il y a eu beaucoup d'auteurs qui se sont penchés sur les origines de notre langue, mais je suis le premier à être remonté aussi loin. Je m'explique. Nous avons eu des travaux récents qui datent des années 90 d'une linguiste qui s'appelle Amamazama, qui a démontré la connexion que notre langue entretenait avec, par exemple, le Lingala ou le Kikongo. Voilà. Nous avons eu les travaux, par exemple, d'un diplomate haïtien, qui est un homme de lettres aussi, qui s'appelle Pierre Anglade, qui a démontré qu'il y avait énormément de mots venant des langues yoruba ou des langues fon dans la langue en Haïti. Mais c'est la première fois que nous voyons apparaître une connexion qui remonte aussi loin dans le temps et qui fait état de relations et d'affinités remarquables entre l'égyptien ancien, le copte et notre langue. C'est la première fois. C'est la première fois aussi que le lexique des langues africaines modernes est exploré en profondeur. Parce que dans cet ouvrage que j'ai publié, vous verrez qu'on parle aussi bien des langues congolaises que des langues du pays mandé, donc des langues fon et des langues aussi de la cuvette éthiopienne. Rien n'est limité. Rien n'est limité. Et ceci permet de corriger un certain nombre de choses parce qu'on nous dit, par exemple, que notre langue, c'est un mix. Donc, il y a des langues... alors, ce qui était dit de la langue, le plus souvent, c'était une langue d'origine française, donc une langue au lexique français, d'accord, à base lexicale française, pour utiliser le vrai terme, sans questionner l'Afrique. On pose un axiome sans questionner l'Afrique. Sans questionner les Africains. Voilà. C'est-à-dire que ce sont des Africains et on part du postulat que leur langue d'origine est française. Oui. Donc déjà, le postulat est largement discutable. Et on dit qu'il n'y a pas de connexion véritable entre les langues parce que vous verrez que
le Réunionnais et le Guadeloupéen, le Martiniquais, quand ils s'expriment entre eux, ils ne se comprennent pas forcément. Il y a quelques éléments sur lesquels ils peuvent se comprendre, mais bon, pour le reste, ils ne se comprennent pas. Donc, il n'y a pas véritablement de connexion à laquelle. Donc, vous voyez que les ouvrages qui ont été réalisés, bon, alors il y a une grammaire qui a été réalisée par monsieur Jean Bernabé, feu Jean Bernabé, et qui rend compte des connexions entre la Martinique et la Guadeloupe. Il y a d'autres ouvrages qui témoignent pour la Guyane, d'autres pour Haïti. L'un des plus anciens a été réalisé à Trinidad. Mais c'est la première fois que vous avez un ouvrage qui dit et qui démontre le lien logique qu'il y a entre ces différentes formes de la même langue. C'est pourquoi je dis que c'est Wuchikam, puisque en fait, toutes ces formes que nous observons en Haïti, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à la Louisiane, à la Dominique, à Sainte-Lucie, à Trinidad, au Venezuela, en Guyane, à la Réunion, aux Seychelles, à Maurice, à Rodrigue, elles ont un lien logique. Et c'est la grammaire de l'égyptien ancien, puisque les démonstratifs que nous utilisons dans notre langue, quand nous nous exprimons, ce sont les démonstratifs de l'égyptien ancien. Et tous ces démonstratifs que nous utilisons figurent dans une grammaire commune, qui est la grammaire de l'égyptien ancien. Donc ça veut dire qu'à l'origine, tout était ensemble. Et que ce qui faisait la différence, c'est que ceux qui parlaient au sud, dans le delta du Nil, ne s'exprimaient pas pareil que ceux qui habitaient Assouan ou ceux qui habitaient Thèbes. Il y avait des nuances, bien évidemment. Voilà, mais c'est la même langue. Dans votre ouvrage, vous dites qu'en Guadeloupe, lorsqu'on entend un chien, c'est un présage de mort. Mais c'est exactement la même chose au Gabon, au Congo. Et le chien qui hurle dans la nuit annonce une mort, en général. Donc là, c'est la pensée symbolique, encore une fois. On peut le comprendre aisément parce qu'en fait, le canidé a une relation avec tout ce qui relève du funéraire. N'oublions pas que l'énergie mobilisée par nos ancêtres, en fait exprimée par nos ancêtres, prend la forme de canidé sous la forme de celui qu'on appelle Anupu ou Anubis.